Madame, Monsieur, bonsoir. La fin de la crise en Israël, c'est la question d'actu que nous débattons ce soir. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou cède à la pression populaire et annonce non pas le retrait, mais la suspension de son projet de réforme de la justice. Il ne devrait pas y avoir de guerre fratricide, a déclaré d'un ton grave le Premier ministre. Car oui, en effet, cette réforme a profondément divisé le pays, menant Israël à la pire crise depuis sa création en 1948. Un mouvement quasi insurrectionnel parmi la population, tout comme au sein de la classe politique israélienne. Ce projet a même fait réagir de hauts gradés de l'armée et des renseignements qui alertaient que Benjamin Netanyahou pourrait mener le pays à l'abîme. Deux éléments de la réforme sont à l'origine de cette fracture inédite. Il y a d'abord cette clause dite dérogatoire qui permettrait au Parlement, avec un vote à la majorité simple, d'annuler une décision de la Cour suprême. Ou encore, quand le gouvernement souhaite mettre fin à l'élection des juges de cette même Cour suprême par leurs confrères et propose d'avoir un plus grand poids du Parlement dans le choix de ses magistrats. Ce que beaucoup ont décrit comme des pratiques antidémocratiques, voire autocratiques. Et maintenant que cette réforme judiciaire est en pause, la crise est-elle pour autant finie ou les griefs profonds vont bien au-delà de réformes particulières? Autre question, Benjamin Netanyahou va-t-il revenir sur sa décision de limoger le ministre de la Défense à un moment où le pays fait face à des menaces sur différents fronts? Pourquoi annoncer une pause et non un retrait de ce projet de réforme? Et pourquoi ce gouvernement y tient-il autant? Quel avenir pour ce gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël et comment s'annonce son mandat entamé depuis à peine 3 mois? Quel impact enfin de ce gouvernement sur le monde, notamment après les prises de position de certains de ses membres jugées provocantes par une partie de la communauté internationale? Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois d'abord sur le plateau de questions d'actu, c'est Hassan Alaoui, directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. Bonsoir Hassan Alaoui. Bonsoir madame. Merci de vous joindre à nous. Merci. Et depuis Tel Aviv avec nous par Zoom, Maurice Ifergon, éditorialiste et analyste politique I24 News. Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. T'en prie. Et avec nous depuis cette fois Jérusalem, Valérie Ferron, correspondante de Média en Israël. Bonsoir Valérie Ferron, merci de vous joindre à nous également. Bonsoir, je suis la correspondante en Israël et en Palestine depuis Al-Quds. Merci. Merci pour cette précision. Alors justement, Valérie, la situation sur le terrain aujourd'hui, au lendemain de cette annonce et de cette marche arrière de Benjamin Netanyahou sur sa réforme de la justice, comment cela se passe sur le terrain? Eh bien, d'abord, le président Herzog a contacté ce matin Benjamin Netanyahou, mais aussi les leaders de l'opposition, Benny Gantz et Yair Lapid, leur demandant de former des équipes pour participer donc aux négociations qui doivent être entamées sans que l'on sache exactement une date. Mais le maître mot aujourd'hui, en fait, c'est la méfiance. Et Avigdor Lieberman, le leader de Israël Beitenu, est peut-être celui qui a été le plus franc en disant Benjamin Netanyahou nous ment quand il parle de pause. Yair Lapid, qui est un autre leader de l'opposition et chef de file du parti Yesh Atid, a lui été un peu plus poli et a émis des doutes sur la sincérité de Benjamin Netanyahou en se référant à des rumeurs qu'il y aurait eu autour donc dans l'entourage de Benjamin Netanyahou. Celui-ci aurait dit à des collaborateurs de ne pas s'inquiéter, que la réforme allait se faire, qu'il avait annoncé une pause juste pour calmer la rue. Autant dire que la méfiance est bien de mise. Le chef de file du Parti travailliste a lui aussi émis des doutes. Enfin, tout le monde est prêt à continuer les manifestations avec des négociations. Et puis, il y a un fait réel sur le terrain qui lui inquiète et confirme en fait ce manque éventuel de sincérité du Premier ministre. C'est que le Comité pour la Constitution, la Justice et la Loi a voté hier matin le texte de la réforme judiciaire et qu'il a déposé sur la table de la Knesset. Alors évidemment,
au niveau du comité comme au niveau du secrétariat de la Knesset, on dit que c'est un acte tout à fait légal et technique et qu'il ne faut pas y voir une position politique. Mais les leaders de l'opposition le voient totalement différemment et pour une raison très simple, c'est que la loi peut être à tout moment présentée pour vote devant les députés. Ce qui veut dire qu'ils ont l'impression qu'ils vont aller négocier tout en ayant une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'ils vont aller négocier, selon l'expression de Yair Lapid et d'autres, en ayant un revolver sur la tempe. Ajoutons qu'hier soir, pour la première fois, il y a eu des manifestations toujours contre le projet, donc pour maintenir la pression sur Benjamin Netanyahou, même s'il a annoncé la pause. Et il y a eu aussi une contre-manifestation, cette fois des partisans de cette réforme. Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, chef de file du parti Le Pouvoir Juif, a été parlé donc aux partisans de la réforme et il a expliqué deux choses. Il a dit oui, c'est vrai qu'hier, quand Benjamin Netanyahou a parlé de faire une pause, j'étais prêt à quitter le gouvernement, il s'est ravisé et apparemment s'il s'est ravisé, c'est bien aussi parce qu'il a reçu des assurances que la réforme allait en fait suivre son chemin et que la pause n'était qu'en fait, comme l'aurait dit Benjamin Netanyahou à ses proches, que pour calmer la rue. Très bien. Alors, Maurice Vergon, cette pause ne satisferait pas donc les manifestants qui ont passé une douzaine de semaines à articuler des griefs profonds et qui vont au-delà même de ces réformes particulières. Donc, selon vous, est-ce que vous partagez l'avis de ma chère consoeur Valérie Ferron et aussi par rapport à cette réaction de la rue face à cette annonce de pause et non de retrait de ce projet de réforme? Écoutez, d'abord, effectivement, il n'est pas question d'un retrait de ce projet de réforme, il est simplement question d'une pause dans le processus législatif. Et c'est ce que demandait l'opposition. Elle a demandé qu'on mette un stop au processus législatif. C'est pour le moment ce qu'il y a. Alors, on ne peut pas s'attendre, après pratiquement 2 mois de débats intenses, très serrés, que finalement les partis viennent à la table de négociation sans aucune suspicion et sans défiance. Oui, il y a de la suspicion, oui, il y a de la défiance. Les partenaires, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, ne se font pas encore confiance. Il faut compter sur le président de l'État parce que ces négociations, ou du moins ce dialogue, va s'ouvrir à la présidence de l'État pour un peu rapprocher les points de vue, pour essayer de détendre l'atmosphère qui est extrêmement difficile, tendu ici à Tel Aviv. Et donc, il faut compter sur le rôle d'Yitzhak Herzog, le président de l'État, pour parvenir à mettre tout le monde d'accord. Il faut dire que c'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai que dans la majorité, il n'y a pas un front uni pour faire passer cette réforme. Il y a une partie du Likoud qui commence à lâcher un peu, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il y a l'extrême droite ultra-religieuse qui, elle aussi, veut absolument faire passer de force la réforme. Et puis, il y a les partis ultra-orthodoxes qui sont entre les deux. Du côté de l'opposition, il n'y a pas une opposition unie aussi. Vous avez entendu, il y a le parti de Yair Lapid qui est extrêmement sceptique et qui ne veut pas faire confiance à Benjamin Netanyahou, peut-être avec raison. Il y a Benny Gantz avec son parti qui veut entamer des pourparlers en toute confiance. Et il y a le mouvement de protestation dans la rue qui s'avère être totalement incontrôlable et autonome et spontané. Et là encore, on n'a aucune certitude que tout ça va pouvoir fonctionner ensemble. Donc pour le moment, il s'agit surtout de créer la confiance et je fais confiance moi-même au président de l'État pour y parvenir. Il faut quand même que vous sachiez que Yitzhak Herzog et constitutionnellement, justement, constitutionnellement, qu'est-ce qui rassure par rapport au poids du chef de l'État, du président justement de l'État d'Israël? Qu'est-ce qui permet à M. Herzog finalement d'apporter son grain de sel pour résoudre cette crise inédite? Yitzhak Herzog n'a aucune prérogative qui lui permettrait d'imposer une solution. Par contre, c'est un personnage dans l'État d'Israël, un personnage consensuel. Le président de l'État a toujours été consensuel. Il a toujours été celui qui rapproche les deux parties, qui cherche le dialogue et qui représente l'État et pas les intérêts particuliers
d'un parti, que ce soit l'opposition ou la majorité. Donc, il faut compter sur cette volonté du président de l'État, et il l'a fait savoir déjà à 2 reprises, de présenter un projet consensuel. Il faut lui faire confiance. Je pense qu'il va y arriver. Il y a des équipes qui vont être nommées. Il va falloir d'abord établir la confiance entre les principaux partenaires du dialogue, et peut-être que ça va avancer. Je vous rappelle quand même que si le projet a été suspendu, il a été suspendu pour 4 mois. C'est-à-dire que pour le moment, il y a encore 4 mois de discussion, de débat et de dialogue pour parvenir à une solution. Donc, c'est pas demain matin qu'on va se mettre à table et on va commencer à trouver des solutions. Ça fait 2 mois que tout le monde se bagarre sur ce dossier. Je pense qu'il faut laisser le temps, du temps au temps, le temps faire l'affaire, et peut-être qu'on va trouver des solutions assez rapidement. Alors peut-être évoquons-nous avec vous, Hassan Alaoui, l'origine de tout cela et pourquoi justement ce mouvement de contestation a démarré quelques jours après l'annonce de cette réforme. Ben écoutez, parce que d'une part, c'est normal dans un État, c'est quand même Israël, c'est un État démocratique. On a beau le nier peut-être, on a le critiquer et tout, mais c'est quand même, ça reste une démocratie évolutive, un exemple j'allais dire, pour tous les autres pays de la région et même voire en Occident. Et donc, l'étincelle, c'est évidemment d'abord le retour, je veux dire, de Netanyahou, qui n'a été permis que grâce à une coalition, je dirais, avec un pacte faustien, si je puis dire, diabolique, qui a permis donc le retour. Et puis, évidemment, le fait que le peuple israélien a vu dans le projet de réforme une personnalisation outrancière, si vous voulez, des prérogatives que veut s'accorder Netanyahou, sachant pertinemment qu'il est l'objet quand même de 3 ou 4 procédures judiciaires. Alors, moi, j'ai été étonné tout à l'heure, ma consoeur Valérie a parlé d'un groupe qui ont déjà déposé, si vous voulez, presque le paquet, si vous voulez, de la réforme au Parlement. C'est extraordinaire, alors que nous sommes en plein débat, je veux dire critique, nous sommes en pleine révolution, entre guillemets, et évidemment, déposer ce projet, ça veut dire que ça ne laisse pas de choix, ça veut dire qu'en fait, il arrive pratiquement au bout de la démarche qu'il souhaitait, c'est-à-dire en fait imposer, si vous voulez, une règle, une procédure au Parlement, sachant pertinemment que de toute manière, c'est le politique qui va primer, si vous voulez, sur ce qu'on a appelé, sur lequel on a débattu concernant le pouvoir judiciaire des juges, oui, et évidemment qui compenserait, selon lui, la non-existence d'une constitution, ce qu'il faut. Alors déjà, le 12 décembre dernier, Valérie Ferron, je vous voyais acquiescer, le 12 décembre dernier, la Cour suprême d'Israël avait émis une ordonnance demandant aux députés des explications sur une loi qui a été votée, qui autorise la nomination au poste de ministre d'Aryeh Deri, ce chef du parti ultra-orthodoxe Shas, et qui a été disqualifié au début de l'année après avoir été tout simplement condamné pour fraude fiscale. Donc en gros, cette réforme du système judiciaire est venue comme une réponse, comme un shield, c'est-à-dire pour se protéger aussi de la loi, finalement, pour que certains puissent juste être épargnés par la loi pour des dérives juste liées à la justice, tout simplement. Alors, je pense que les 2 autres intervenants seront beaucoup plus compétents que moi pour répondre à cette question, mais je voulais glisser que, en effet, ce qui est au cœur de cette réforme judiciaire, c'est quand même le bras de fer avec la Cour suprême, qui risque donc de perdre une grande partie de son indépendance. Et aussi, permettez-moi, avant que vous puissiez avancer dans le débat, de revenir sur quelque chose d'important sur cette Cour suprême. Cette Cour suprême, c'est pas simplement un outil judiciaire indépendant, c'est également un outil prédominant de la colonisation israélienne en territoire palestinien occupé. Par exemple, vous avez à l'heure actuelle des expulsions de communautés bédouines dans le sud de la Cisjordanie qui sont menacées d'expulsion immédiate. Vous en avez aussi à Sherjara après
des feux verts qui ont été donnés par la Cour suprême parce qu'elles ont, elles ont pris une décision en faveur du mouvement des colons qui veut l'expulsion de ces Palestiniens. Donc c'est pourquoi vous avez à l'heure actuelle des associations des droits de l'homme en Israël comme l'association B'Tselem qui parle à l'heure actuelle d'un débat important, d'une crise importante au niveau de cette réforme judiciaire, mais qui est faussement démocratique car elle ne prend pas en compte justement le rôle du système judiciaire dans l'occupation et la colonisation. Ajoutons également qu'au niveau international, la crise est quand même importante, en tout cas pour les analystes, certains analystes israéliens, notamment dans les associations des droits de l'homme, parce que on est à l'heure actuelle dans une enquête internationale menée par la Cour internationale de justice pour voir quels crimes ont été commis en territoire palestinien occupé. Et vous avez par exemple dans le mouvement de contestation les pilotes de l'armée qui se sont joints au mouvement. Et certains l'ont dit très clairement. Pas tous, hein, une partie, un pourcentage justement des réservistes et dont 60% sont des pilotes, c'est cela? Voilà. Et donc certains pilotes ont dit, que s'ils s'opposaient à cette réforme, c'est parce qu'ils craignent justement un manque de crédibilité après de la Cour suprême internationale, de la Cour suprême israélienne, et que du coup, aux yeux de la Cour internationale de justice, cela rend moins crédible cette Cour suprême et que du coup, ils sont un jour poursuivis par des tribunaux internationaux. Maurice Yvergon, alors là, c'est ce qu'on reproche aussi à cette Cour suprême, en tout cas du côté de l'extrême droite, on dit que c'est une Cour suprême qui reste plutôt laïque. Et aussi son rôle, comme aussi garant non seulement de la démocratie, mais aussi garant d'une certaine justice pour tous. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent et je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes ces interpellations, mais c'est vrai qu'on ne peut pas soutenir d'un côté la Cour suprême quand ça nous arrange et puis la condamner quand ça nous dérange. C'est vrai que les juges de la Cour suprême ont demandé l'évacuation d'un village palestinien bédouin à l'est de Jérusalem, qui s'appelle Khan el-Ahmar. Ça fait déjà près de quelques années, et chaque fois la Cour reporte l'exécution de ce jugement parce que effectivement c'est une construction illégale. Maintenant, du point de vue de la loi israélienne, que les juges de la Cour suprême soient dits libéraux, c'est une évidence. Il y a 11 juges israéliens dans cette Cour suprême. Sur 11 juges, effectivement, il y en a à peu près 7 qui sont dits libéraux. Il y en a 4 qui ne sont pas, qui sont conservateurs. C'est ce que le gouvernement voulait faire avec ce projet de réforme, c'était changer le rapport et rajouter 2 juges conservateurs de manière à rééquilibrer un peu les choses. Mais il faut quand même signaler, c'est vrai que cette Cour suprême est un peu homogène, monolithique, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas l'ensemble de la population israélienne. Et quand je dis l'ensemble de la population israélienne, je comprends aussi à l'intérieur les Arabes israéliens, parce que sur 11 juges de la Cour suprême, il n'y en a qu'un qui est arabe israélien, quand on sait que la population arabe israélienne représente 20% de la population israélienne. Donc il serait temps de diversifier la nomination des juges, d'amener une diversité. Mais qui doit apporter ces diversifications, qui doit apporter ces diversifications. Si on parle d'une indépendance et que effectivement le Parlement n'a pas son mot à dire dans le choix de ces magistrats qui constituent cette Cour suprême, qui peut alors apporter ces diversifications que vous évoquez là? Vous posez la bonne question, c'est-à-dire la question de qui doit et la question qui va être débattue autour d'une table à la présidence de l'État, parce que personne n'est d'accord sur qui doit nommer les juges. Est-ce que ce sont les juges qui doivent se nommer eux-mêmes? On a vu ce que ça a donné en 50 ans sur 84 juges de la Cour suprême. Il y a à peine 4 juges séparats qui ont été nommés, c'est-à-dire des juifs orientaux, et je ne parle pas de la minorité arabe qui est sous-représentés à l'excès. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de nomination. Alors, est-ce que ce sont les députés qui doivent nommer les juges? Là, encore une fois, ça mettrait, disons, une politisation de la Cour suprême qui est peut-être pas bonne pour son indépendance. Il faut trouver une solution. Cette solution miracle, malheureusement, moi, je ne l'ai pas. J'espère que la solution va être trouvée à la présidence de l'État. Exact. Hassan Alaoui, il y a aussi l'entourage
d'Israël, il y a cette question de la paix avec la Palestine. Tout à il fait. y a aussi les accords d'Abraham, oui, de l'avenir de la situation au Proche-Orient, compte tenu d'abord de cette crise-là qui a éclaté, et compte tenu aussi de ce gouvernement et de ces prises de position qui ont été d'ailleurs critiquées à l'international. Tout à fait. Mais je peux d'ores et déjà mettre, je veux dire, en exergue la position de deux pays arabes, qui sont par exemple les Émirats arabes, bien sûr, et aussi tous les autres signataires dans le Maroc qui suivent avec intérêt cette évolution, parce qu'il y va évidemment des accords d'Abraham qui ont été signés avec le Maroc et les Émirats et le Soudan et d'autres pays là, en perspective. Et il y a la politique maintenant étrangère, je veux dire, d'une manière générale d'Israël, qui fait que quand bien même, par exemple, Netanyahou se rassure parce qu'il va partir à Washington. Il a été convoqué pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Et avec cette violence et ce renoncement aux principes démocratiques. Pourquoi vous dites qu'il a été convoqué, pas invité Parce que c'est ça, parce que ces Américains suivent quand même. Il y a des réactions aux États-Unis aujourd'hui qui sont très violentes. Il y a même des intellectuels, des gens, je veux dire, des chefs d'entreprise, des patrons d'associations. Vous parlez de la diaspora israélienne, qui fait de la résistance. Qui fait de la résistance, qui condamne littéralement et qui demande des comptes. D'où, je veux dire, le souci de la Maison-Blanche, de Blinken et du président Biden, de faire la lumière sur cette dérive. Et donc, malgré ce qu'on peut dire éventuellement sur une crise latente entre Israël et les États-Unis, il est convoqué pour expliquer un petit peu et peut-être pour temporiser ce qu'il est en train de faire, et notamment cette personnalisation du pouvoir, je veux dire, pour son propre compte. Donc, pourquoi vous dites cela ? C'est-à-dire personnalisation du pouvoir pour son propre toute la réforme. Il n'est pas seul. Hein, mais ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que... Il a donné peut-être qu'on lui a donné des garanties. Il a fait... Il ne s'agit pas que de lui, in fine. Elle n'arrangerait pas que lui, cette réforme de la justice. Que si, madame. Ce Premier ministre ce que nous israélien. n'avons pas soulevé peut-être tout à l'heure, quand je dis personnalisation, c'est-à-dire en fait tout ce système, j'allais dire, ce sont des barricades un petit peu pour se protéger lui-même. Parce qu'il a 3 ou 4 procès, les membres de son gouvernement, c'est pareil. Et donc, dans le texte de la réforme, on dit que personne ne le démettra, même pas une élection légitime et tout ça, éventuellement. Personne ne viendra le soupçonner de quoi que ce soit, ni le menacer. Donc, tout ça, c'est un arsenal qui est en train de faire monter, je veux dire, les enchères chez le camp. Et évidemment, il a le soutien, j'espère, uniquement temporaire, de cette maudite diabolique coalition qui est l'extrême droite et l'extrême droite, n'est-ce pas, religieuse, parce que c'est ça, aujourd'hui, le visage que Israël veut donner. Heureusement qu'il y a ce mouvement protestataire du peuple israélien à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël. Voilà. Justement, réaction de Maurice et Fergon, je vous voyais faire une réaction, même si vous n'êtes pas sur le plateau à distance, par rapport aux propos de Hassan Alaoui. Oui, je veux bien qu'on diabolise, mais il y a des limites. Je voudrais quand même vous signaler que c'est vrai que le Premier ministre israélien fait l'objet de 3 actes d'accusation, donc pas 4, mais 3, c'est déjà pas mal, mais que la Cour suprême, cette Cour suprême qu'on est en train de glorifier, lui a quand même permis de se présenter aux élections et a considéré qu'il était éligible. Donc, il faut quand même une fois taper sur la Cour suprême et une fois ne pas taper sur la Cour suprême. Il faudrait être cohérent. Et si il a été éligible, il a été élu Premier ministre avec une majorité de voix d'Israéliens. Cette majorité-là, elle est souveraine. Elle doit pouvoir gouverner. Maintenant, on ne gouverne pas tout seul, on gouverne aussi avec une minorité. C'est tout l'objet de la controverse qui a divisé le peuple israélien pendant 2 mois. Maintenant, on va passer aux négociations et il est temps de trouver une solution. Mais je voudrais Est-ce que vous pensez que Netanyahou et sa coalition... dans une démocratie. Oui, est-ce que vous pensez que justement Netanyahou et sa coalition pourraient faire des concessions importantes pour faire passer ce texte législatif? Impossible. Moi, je pose la question à M. Fergon. Netanyahou n'a pas le choix.
Benjamin Netanyahou n'a pas d'autre choix que de faire des concessions. Du reste, il en a déjà fait parce que lorsque son ministre de la Justice avait présenté son projet de réforme, il y avait 4 volets dans le projet de réforme. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'une loi dans un des volets. Donc, il faut aussi remettre les choses en perspective. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette loi qui reste, qui a été déposée sur le bureau de la Knesset, qui est extrêmement problématique, c'est vrai, parce qu'elle concerne la commission de nomination des juges et elle doit être négociée, cette loi-là. Elle doit être négociée avec l'opposition. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais de là à dire que c'est la fin de la démocratie israélienne, c'est un peu exagéré. De dire qu'on a une majorité diabolique, c'est faire fi de l'avis de près de 2 millions d'Israéliens qui ont voté pour Benjamin Netanyahou. Attention, respectons les règles de la démocratie et respectons un peu notre narratif. C'est une démocratie vivante qui se bagarre. Je ne connais pas de famille où il n'y a pas de discussion et j'espère et j'ai confiance dans l'avenir, cette démocratie va surmonter ses contradictions et va pouvoir continuer. Maurice Yvergon, que se passerait-il si les partisans de droite de la réforme justement judiciaire répondaient également à un appel à descendre à la rue ? Ben, écoutez, ils ont déjà répondu à un appel, ils sont descendus, pas en masse d'ailleurs, parce que je ne connais pas de pays où finalement la majorité appelle ses partisans à descendre dans la rue. Généralement, c'est l'opposition qui mobilise ses partisans comme un moyen de pression. Il y a eu des appels de la majorité. Il y a eu des appels justement du côté de l'extrême droite de descendre dans la rue et d'exprimer eux aussi bien tout simplement leur opposition à cette réforme. Non, il y a eu des appels de la droite israélienne pour venir manifester pour le projet de réforme parce que les gens de droite, je vous le répète, ont le sentiment qu'on a volé leur bulletin de vote parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité de droite à la Knesset et cette majorité ne peut pas gouverner parce qu'elle s'est engagée dans un processus extrêmement complexe. Et il faut quand même savoir une chose, c'est que tous les sondages le montrent aujourd'hui, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, s'il y avait des élections, n'aurait pas de majorité. Maintenant, si vous posez la question aux Israéliens, et les sondages le montrent, est-ce qu'ils sont pour une réforme du système judiciaire? Ils sont près de 90% à dire oui. Tout le monde a conscience qu'il y a besoin d'une réforme et d'un rééquilibrage entre les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de controverse au sein de la population israélienne. La controverse, c'est comment procéder à ce rééquilibrage. Alors maintenant, Benjamin Netanyahou a été invité à Washington pour présenter sa position. Il n'a pas été convoqué, il a déjà discuté au téléphone avec Joe Biden pour exprimer sa position. Les États-Unis, c'est vrai, sont extrêmement inquiets, de même que les pays signataires des accords d'Abraham, dont le Maroc, parce que c'est vrai que la situation est extrêmement tendue et complexe. C'est pas simple, je ne veux pas nier les problèmes. Maintenant, il ne faut pas non plus, encore une fois, tout tracé en noir. Les accords d'Abraham, pour le moment, sont bien vivants, existent encore. On rencontre des difficultés comme dans toutes les bonnes familles. Je pense qu'on va les résoudre comme dans toutes les bonnes familles. Mais il s'agit quand même d'une crise inédite. On la décrit quand même comme la plus grave depuis 1948, date de la création d'Israël. Pas vraiment depuis 1948, je veux dire, il y a eu une crise encore plus grave, c'était en 1973, le pays a vraiment été confronté à une crise existentielle, si j'ose dire. C'est vrai, c'est une crise profonde. Il y a certains disent que c'est une crise d'adolescence. L'État d'Israël n'a que 75 ans, n'a pas de constitution, et là encore une fois, c'est un problème. Un État qui vit sans constitution, c'est problématique, je vous l'accorde. Il faut régler ce problème, on ne va pas le régler en 4 mois, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les consciences du public israélien, qui est un public qui vraiment respecte la démocratie, il y a la volonté d'aller vers une solution maintenant dans les 4 mois et d'aller vers une constitution basée sur la déclaration d'indépendance. C'est un consensus en Israël, tout le monde est d'accord là-dessus. On va y arriver. La question est combien de temps ça va prendre, quel va être le prix à payer pour chaque parti, que ce soit l'opposition ou la majorité, mais je pense qu'on va aller vers des concessions, il n'y a pas d'autre solution. Valérie Ferron, alors, quand on parle de fracture et de division ou juste de ne pas se mettre d'accord, est-ce qu'on parle d'une société de par les penchants politiques ou religieux ? La société israélienne est complexe et parfois très paradoxale, mais disons que je pense qu'il y a un petit peu de tout. C'est à la fois culturel, à la fois religieux, mais je dirais plus quand même peut-être des origines
culturel, ça veut dire que vous avez les grosses fractures entre les Ashkénazes venant des pays plus d'Europe, etc., et les séfarades venant entre autres du monde arabe. Vous avez les juifs éthiopiens qui connaissent quand même des situations assez compliquées aussi. Je pense que en fait cette crise, et Maurice Ferraghan pourra peut-être en dire plus, mais cette crise est quand même révélatrice de malaises qui sont parfois très très profonds au sein d'une société qui ressemble à une mosaïque qui parfois a du mal à se mettre ensemble. Merci beaucoup, merci Valérie Ferron, merci d'avoir été avec nous. Et nous allons justement traiter davantage de la question avec l'anthropologue Monsieur Lévy qui se joint à nous aussi depuis Tel Aviv. Mais avant, Hassan Aloui, je vous voyais tout à l'heure demander à répondre à Maurice Ferraghan, donc je vous donne le droit de réponse, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas, c'est pas un dialogue, hein, c'est pas un débat à deux. Je voulais rappeler à mon confrère qu'il y a quand même pratiquement 30 000 réservistes qui ont manifesté contre ce projet, oui, pour commencer. Il ne faut pas l'oublier. 30 000, ce n'est pas rien. Et ce sont des gens qui s'opposent à l'orthodoxie, entre guillemets, de ce projet. Deuxièmement, on a vu que 25 à 30 000 partisans de Netanyahou ont été transportés dans des bus qui ont été presque réquisitionnés par le gouvernement pour les emmener. Et ils sont venus d'où? Ils sont venus des colonies de Cisjordanie, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, les ressortissants, les citoyens juifs qui habitent, enfin qui occupent la Cisjordanie, ont été transportés pour manifester donc pour Netanyahou. Ça, c'est les deux points. Je pourrais continuer quand même. Mais ça, pour moi, maintenant, la société israélienne, puisqu'on parle, notre consoeur a parlé de la société israélienne, elle est divisée aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, les suprématistes qui sont en train de monter en puissance. Et il y a l'extrême droite, là. C'est l'extrême droite, plus les religieux, qui évidemment, qui sentent l'identité même de Netanyahou. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une autre force qui vote pour Netanyahou? On le voit. Il n'y a pas. Les démocrates ont perdu leurs illusions. Évidemment, Netanyahou est là. En 2009, il a sévi. En 2014, en 2019, et puis aujourd'hui encore, il est là. Je veux bien, moi, que le peuple, évidemment, je respecte la décision du peuple israélien, n'est-ce pas? Mais il y a aussi ces casseroles qu'il traîne, et il y a une gestion et un concept de pouvoir personnalisé, je le répète, qui, évidemment, attire mon attention. Voilà. Alors, merci. Maurice Ferraghan, quand on parle justement de promesses, est-ce qu'il y a aujourd'hui un prix à payer, justement, pour ces promesses qu'on aurait offertes aux partenaires, surtout des plus extrêmes, en échange de leur acquiescement? Oui, d'abord, je voudrais quand même préciser que la nouvelle qu'on a apprise ce matin, c'est que les réservistes de l'armée de l'air, surtout, ont suspendu leur mouvement et veulent donner une chance au dialogue qui va être ouvert à la présidence de l'État. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, vous me demandez s'il y a eu un prix qui va être payé à l'extrême droite pour son soutien au gouvernement. Oui, c'est vrai. Benjamin Netanyahu a accordé à Ben Gvir un budget de 6 milliards de shekels. Je ne peux pas vous faire la traduction tout de suite en euros ni en dirhams pour le fonctionnement d'une garde nationale chargée de gérer les situations d'urgence. Je voudrais quand même vous préciser, il ne s'agit pas d'une milice. Cette garde nationale, elle a été créée, tenez-vous bien, par le précédent gouvernement. Exact. Le décret de création de la garde nationale a été signé par le Premier ministre Naftali Bennett, le Premier ministre d'un gouvernement de changement, sur demande du ministre de l'Intérieur, un ministre travailliste, Omer Bar-Lev, qui avait considéré qu'il fallait retirer les gardes-frontières de la confrontation avec les populations pour pouvoir mettre une garde nationale qui assurerait la sécurité en cas d'urgence. Tout ça après les fameuses émeutes de mai 2021 lors de l'opération Gardien du Mur, où il y a eu des émeutes entre juifs et arabes dans des villes mixtes. L'idée de Naftali Bennett était la bonne.
créer une garde qui puisse s'interposer entre les deux parties. Alors maintenant qu'on nous dise que c'est la ministre prétorienne de Ben Gvir, je veux bien, mais ça ne correspond pas à l'histoire. C'est ça le problème. Alors, bien entendu, Benjamin Netanyahu a promis de budgétiser cette garde nationale, de la renforcer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il ne faut pas que cette garde nationale soit sous la responsabilité directe du ministre de la Sécurité, de la Sécurité intérieure, parce que ça serait effectivement une catastrophe. Il faut qu'elle soit sous... Pardon? Est-ce que vous avez parlé de ministre de la Sécurité intérieure, quid du ministre de la Défense? Est-ce qu'il va réintégrer le gouvernement? D'ailleurs, l'appel a été formulé hier même par le président Herzog. Ce qui se passe avec le ministre de la Défense est quand même une chose étrange, c'est-à-dire qu'il a été limogé assez brutalement par Benjamin Netanyahu pour avoir tout simplement demandé qu'on stoppe le projet de réforme. Benjamin Netanyahu l'a limogé dimanche soir, ça a créé vraiment un choc dans le pays. Il y a eu des manifestations spontanées pratiquement dans tout le pays. Et 24 heures après, Benjamin Netanyahu lui-même, en personne, annonce qu'il stoppait le projet de réforme. Donc vous voyez, c'est assez incompréhensible. Et ce qui est encore plus incompréhensible aujourd'hui, c'est que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, n'a toujours pas reçu de lettre de démission. C'est-à-dire que la démission n'a pas été notifiée officiellement. Formellement, il est toujours ministre de la Défense. Du reste, il participe à des entretiens avec l'état-major et avec le Premier ministre. Donc, ce n'est pas très, très clair comme situation. Mais en tout cas, ça affaiblit cette coalition gouvernementale. Ça a se poser des questions sur l'avenir de cette coalition gouvernementale. Et comme on connaît un peu aussi l'histoire un peu politique d'Israël et surtout les durées quelquefois assez courtes des gouvernements à répétition. Je vous redonne la parole juste après avoir accueilli, et je le fais tout de suite, le professeur André Lévy, qui est anthropologue, qui se joint à nous depuis Ashdod. Bonsoir, professeur Lévy, merci. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci à m'accueillir. Alors, nous étions en train d'évoquer justement ce que révèle de la société israélienne cette crise qui est survenue suite à ce projet de réforme judiciaire. Que pouvez-vous nous dire sur cette division inédite que l'on est en train de voir, mais pas de sentir, dans les différentes factions, dans les différentes compositions de cette société israélienne? Est-ce inédit, historique, ce que nous sommes en train de ce qu'est en train de traverser cet État d'Israël? Oui. D'abord, c'est très essentiel de ne pas oublier qu'Israël, c'est un État d'immigrants. Ça veut dire que c'est l'État qui a rassemblé des gens partout du monde. Et l'idée était que le base commun avec tous les immigrants, c'est le judaïsme. Mais le judaïsme n'est pas uniforme. Ça veut dire qu'il y a plusieurs judaïsmes qui étaient évolués à des différentes places. C'est comme disons, l'islam marocain et l'islam d'Indonésie ou de l'Inde ou de la Jordanie, il y a des différences. Et c'est la même chose en Israël. Alors, quand l'État a été établi, on n'a pas formé une déclaration il y avait une déclaration d'indépendance, mais la déclaration aurait dû suivre de base la création d'une constitution. Oui. Mais cet objectif était abandonné, principalement parce qu'il ignorait la question fondamentale sur laquelle il existe graves divergences d'opinion parmi les Israéliens. La division la plus importante est la division entre un État juif et un État démocratique. Et ici, il y a les contradictions de termes. Le judaïsme
n'est pas démocratique parce que le judaïsme, c'est une secte religieuse. Elle n'accepte pas des étrangers, si vous voulez. Et la démocratie, c'est quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose qui embrasse la diversité, et la pluralité. Alors, ce conflit-là a été mené par peut-être la diplomatie ou la politique d'ignorance. Ça veut dire que c'est une question que personne ne voulait tâcher. C'était une question très, très, très profonde que la politique disait on va pas la résumer, on veut pas de résultat, on veut pas décider. Et la politique pratique en Israël était d'ignorer cette division et essayer des fois décider faire des décisions comme ci et des fois comme ça et jamais essayer de formaliser une seule solution. Okay. Ce que Benjamin Netanyahu fait maintenant, c'est qu'il veut formaliser ça par contrôler les trois branches de l'État, ça veut dire le Parlement, le gouvernement et le système juridique, et il veut contrôler les trois mêmes. Alors, ça risque, et c'est les Israéliens qui craignent de cette situation qui sera que l'État d'Israël va prendre le chemin de dictature, du contrôle de religion. Ça fait peur beaucoup d'Israéliens et on voit ça les démonstrations, une démonstration populaire qui n'est pas contrôlée par les chefs ou des personnes dominantes. Très bien. Il y a beaucoup d'organisations que tous ensemble veulent essayer de bloquer l'effort de Netanyahou de diriger Israël vers un État qui ressemble peut-être à la Pologne. Ça veut dire un État soi-disant démocratique, mais en réalité, avec très peu de démocratie et beaucoup de religion. Ok. Maurice Yvergon, peut-être une réaction et surtout aussi... Je suis extrêmement sceptique. Je suis extrêmement sceptique d'abord sur l'utilisation par le professeur Lévy du terme division. Je veux dire, moi, j'aurais plutôt parlé de diversité. La société israélienne est diverse. Elle est multiple. C'est une mosaïque, comme on l'a dit. Donc, déjà, partir de la constatation de division, ça me paraît assez incroyable. Deuxièmement, je pense que il y a une partie de la population qui, effectivement, a des craintes fondées sur l'avenir de cette démocratie israélienne, sur régénérer, à résister. Je comprends ces craintes et je comprends les craintes du professeur Lévy. Mais attention, une seconde, c'est une démocratie. C'est une démocratie et dire que le peuple israélien s'est soulevé contre les projets du méchant Netanyahou, c'est un peu facile quand on sait que finalement... Bon, après, c'est un peu facile, mais quand on voit des hordes de manifestants et quand on voit des groupes de manifestants se diriger avant-hier soir vers la résidence du Premier ministre, c'est qu'il y a une grogne sociale importante. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Moi, j'étais dans les manifestations, j'ai vu sur place. Ce sont, excusez-moi du terme, mais des petits bourgeois qui luttent pour leur confort et leur individualisme. Où sont les populations israéliennes des villes de périphérie? Ces fameux originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ils sont pas dans la rue. Ils ont d'autres problèmes à régler. Ils ont un problème de
de pauvreté, ils ont un problème de vie chère, ils ont un problème de logement. Ils sont pas dans la rue, ils ne manifestent pas contre la réforme de la justice. Où sont les Arabes israéliens? Ils ont d'autres choses à régler. Mais il est Ils n'ont très plus difficile. confiance dans la justice israélienne. Le journaliste, Ils sont pas dans la rue. le journaliste aguerri que vous êtes, Maurice Ifergan, vous avez été dans la rue, mais le journaliste aguerri que vous êtes, c'est-à-dire pour avoir une information précise, il est très très difficile de connaître les origines, bon, peut-être la tranche d'âge. C'est visible, mais c'est difficile de connaître l'origine sociale ou la classe socio-professionnelle. Oui, oui, je comprends parfaitement, je n'en doute pas, je ne mets pas du tout, je ne remets pas en question votre brillante carrière. Mais cela dit, comment vous pouvez dire que ce sont de petits bourgeois qui sont sortis battre le pavé oui. Je vais vous le dire, parce que les premiers à se soulever contre ce mouvement de réforme, ça a été les entrepreneurs du high-tech. Excusez-moi, quand on a des salaires qui vont jusqu'au plafond et quand on fait de exit et qu'on met 250 millions de shekels dans des banques étrangères, on n'est pas un pauvre. Généralement, c'est comme ça que je vois les choses. Les deuxièmes à manifester, les seconds à manifester, c'était qui? C'était les juristes, c'était les avocats. Je n'ai pas vu de classe populaire. Je vous le répète, les classes populaires ne sont pas dans ce mouvement. Ça ne veut pas dire que cette réforme est magnifique. Ça veut dire que pour le moment, il ne faut pas non plus se raconter des histoires et dire que le peuple israélien se soulève pour lutter contre un mouvement, contre un vilain Premier ministre qui veut nous amener à la dictature. On n'en est pas encore là. Est-ce que vous en convenez qu'il y a quand même des divisions profondes il y a quand même des divisions profondes au sein de la société? C'est une diversité. Alors, il y a des divergences profondes. Alors, je me reprends peut-être avec un autre terme, peut-être pas division, mais des divergences quand même importantes, surtout sur le mode de vie, on a les ultra-orthodoxes d'un côté, et puis les laïcs de l'autre, et puis la cohabitation devient de plus en plus délicate entre ces composantes de la société israélienne. Je vous l'accorde, c'est pas facile de faire vivre la diversité en respectant les différences. Il faut apprendre à les respecter, il faut apprendre à vivre ensemble. C'est ce on fait ici depuis 75 ans. On tente de vivre ensemble dans la diversité en respectant. Alors, il y a un problème, il est évident, avec, par exemple, le secteur ultra-orthodoxe. C'est vrai, ils veulent imposer un style de vie. Jusqu'à présent, la démocratie israélienne a résisté, elle est vivifiante et elle arrivera à résister. On a un autre problème, bien plus grave, avec les Arabes israéliens, qui vivent vraiment dans des conditions de discrimination, souvent. Et je pense que ce problème-là, l'élite israélienne ne veut pas se confronter avec ce problème, ne veut pas. Il faudra un jour le résoudre dans le respect. Il faut respecter les différences. Et j'ai du mal à entendre dire il y a un monsieur Netanyahou veut nous conduire à la dictature pour se sauver d'un procès. C'est pas vrai. C'est une société complexe, c'est une société diverse, colorée, et chacun doit apprendre à respecter l'autre. C'est pas toujours facile, j'en conviens. C'est pas toujours très joli sur le plan international, j'en conviens. Mais c'est comme ça, c'est la réalité avec laquelle on vit. Maintenant, on a beaucoup de problèmes dans ce pays. Le premier problème, c'est avec nos voisins palestiniens. Il faut régler ce problème. Je pense qu'on était sur le point déjà de stabiliser la situation. C'est quand même ce Premier ministre dictateur, autoritaire, qui a provoqué la conférence d'Aqaba il y a à peu près un mois. La deuxième conférence à Sharm el-Sheikh pour discuter avec les Palestiniens, alors que le précédent gouvernement, un gouvernement de changement, avec Yair Lapid comme ministre des Affaires étrangères, n'a même pas voulu discuter avec les Palestiniens, n'a même pas voulu en entendre parler. Alors, vous comprenez, c'est une société qui a de ces contradictions, qui est extrêmement complexe et qui est diverse. Il faut respecter ça. Et nous vivons depuis 75 ans avec cette démocratie qui est en ébullition, qui est vivante. Et j'espère que ça va continuer. Vous parlez de respecter le vivre ensemble depuis 75 ans. Le vivre ensemble est respecté depuis 12 siècles au Maroc, juste pour rappel. Alors, absolument. Oui. Absolument. Hassan Alaoui, un dernier mot pour clore le débat. Oui, à mon ami et mon confrère, je dirais que, à mon avis, les choses ont commencé en 1995 quand Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste. Voilà. Et depuis, c'est une petite propension, évidemment, qui est en train d'imposer ses règles. Et
l'aboutissement, ce sont ces manifestations démocratiques dans un pays démocratique, je le souligne, bien entendu. On a envie de dire que c'est un modèle. Merci. Et, voilà. Merci Hassan Alaoui. André Lévy, un dernier mot pour terminer cette discussion aujourd'hui. Oui, moi, je voulais pas faire un débat sur la politique pratique, comme ce monsieur qui a parlé avant moi, et après moi, je suis pas entendu son nom. Maurice Fergan. Mais ignorer le fait que M. Netanyahou est accusé, il a une procédure, il est accusé par des accusations sévères qui sont maintenant délibérées au système juridique. Et ce même Netanyahou essaie de faiblir ce système même. C'est pas une marche politique naïve, c'est une marche brutale qui veut sacrifier la société entièrement pour sa cause personnelle. Je veux pas, mais moi je voulais souligner rien qu'une chose. Ça veut dire que Netanyahou maintenant veut qu'Israël prenne une décision sur la tension entre démocratie et judaïsme. Et je crois que c'est une marche tragique, parce qu'on doit laisser cette tension vivant sans une marche décisive. Très bien. Merci en tout cas, merci André Lévy, merci d'avoir répondu à nos questions, et on respecte aussi la divergence des opinions sur ce plateau, c'est ce qui crée le débat autour de questions d'actualité aussi importantes, que ce soit pour les Israéliens, tout comme les Palestiniens, mais comme pour tous les pays de la région et au-delà. Merci beaucoup Hassan Alaoui. Toujours un plaisir de vous accueillir. Et c'était un plaisir de vous accueillir pour la première fois, Maurice Fergan, depuis Tel Aviv, donc confrère de I24. Merci. Et bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité. Okay. Merci. À Question d'actu, très bonne soirée à tous.